paysage français, en fait, t'as deux choses vraiment différentes. T'as le podcast entendu comme le grand public qui va l'entendre, qui est en général du replay radio, tout simplement, où on va avoir, à la fin d'une émission, réécoutez-nous en podcast, que ce soit sur n'importe quelle grande radio, où c'est du contenu radio qui est écoutable quand tu veux sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, mais en dehors de l'horaire de diffusion habituelle. Et il y a du contenu qui est vraiment fait pour le podcast, alors que les ayatollahs du podcast vont appeler le podcast natif, parce que c'est né sur l'internet, tu vois, c'est quand même vachement mieux. Mais après souvent, c'est pas parce que le podcast est natif que le contenu audio, le sujet et tout ça est plus intéressant. Il y a beaucoup de replays radio qui sont bien souvent, à mon avis, bien plus intéressants que tout ce qui se fait dans le podcast. Et après encore dans le podcast, t'as du podcast qui commence à se structurer autour de studios de production, des fois menés d'ailleurs par soit d'anciens journalistes, soit d'anciens de Radio France, pas forcément journalistes, mais qui gravitent autour de ça. Et puis t'as quelque chose de beaucoup plus indépendant, où là ça part dans des trucs des fois assez foutraques, et finalement il y a pas, à part la définition que je donnais tout à l'heure, c'est de l'audio à écouter en dehors d'une grille horaire de radio. Il n'y a pas vraiment de définition, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses différentes. Comme dans beaucoup de modes, on a un peu de retard par rapport à tout ce qui peut se faire aux États-Unis. Et moi, quand je me suis intéressé un peu plus à ce qui se passait en France, je me suis rendu compte que tout ce qui est entrepreneuriat, c'était un des sujets les plus battus, rebattus et bouchés, et tout ce qu'on veut du podcast en France, mais que c'était souvent sur le même mode, qui était l'interview de l'entrepreneur à succès, inspirant pour prendre le jargon. Et il y en a quelques-uns qui se sont lancés, qui ont fait ça, alors avec des entrepreneurs ou pas, mais des gens qui ont des choses très, très belles à dire, dont on peut sortir une citation facilement, des gens si possible qui ont pas mal de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, comme ça fait de la pub pour le podcast. Donc finalement, est-ce que c'est le podcast qui fait de la pub à la personne ou la personne qui fait de la pub au podcast? Je pense que la question elle est là, savoir s'il y a des choses intéressantes qui se disent entre le podcast et l'invité. Finalement c'est presque secondaire. Et ça, ouais, ça m'a posé un gros problème. Et donc sur ces sujets-là, moi, je voulais faire quelque chose de différent. Et la série narrative, ça marchait bien là-dessus, justement pour montrer, parce qu'il y a un autre versant dans les nouvelles technologies, c'est toute la partie French Tech, Startup Nation et compagnie, où là, pareil, on nous vend tout et n'importe quoi. Et souvent, il y a des liens entre ces inspirants et le milieu French Tech, Startup Nation. Et je me suis rendu compte en rencontrant pas mal d'entrepreneurs aussi, pas à Paris, souvent ça c'est vraiment du parisiano-parisien, qui inspire aussi le reste de la francophonie du coup, mais c'est très parisien en général. Et en rencontrant des entrepreneurs aussi autour, parce qu'il se passe des choses ailleurs qu'à Paris, je sais que c'est difficile à entendre des fois, mais c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des problèmes aussi avec autant ces inspirants que cet esprit Startup Nation, parce que finalement ils sont pas audibles. Et alors souvent, comme ils ont besoin de faire marcher aussi leur business, ils suivent bon an mal an les modes et ce qui se passe, mais ils ont des choses intéressantes, beaucoup plus intéressantes à dire. Et donc la série narrative, c'était la possibilité d'avoir autant une voix off type journaliste, parce que les journalistes des journaux autant mainstream que régionaux ou autres, pour plein de raisons, et là on pourrait faire un épisode d'1 heure là-dessus, pour plein de raisons, soit ils sont pas bons, mais ils ont pas l'intérêt d'être bons non plus, pour creuser les sujets, pour expliquer, voilà, tout le monde n'est pas regard connecté. Non mais c'est vrai, et donc finalement il y a tout ça qui s'entretient, et je trouve que sur ces jeux-là, il y a quand même une certaine d'émission, ce serait peut-être gros comme mot, mais il y a quand même une certaine démission de pas mal de journalistes soi-disant spécialisés dans ces choses-là. Pas forcément pour critiquer à tout va, c'est pas de la critique pour la critique, mais au moins pour remettre en perspective, calmer un peu le jeu là, et expliquer juste, essayer de toucher le plus grand nombre possible pour expliquer ça. Donc la série narrative avec des interviews, c'était nickel.
Eh ben c'est ça justement la disruption protestante. Alors disruption au départ parce que ça a été le mot à la mode et que au bout d'un moment il y en a marre quoi. Quelqu'un qui va faire quelque chose qui existe déjà depuis longtemps mais qui va trouver un nouveau, voilà, il va le repeindre, il va mettre un petit peu de cosmétique dessus et hop c'est tellement révolutionnaire, c'est disruptif, c'est tout ce que tu veux. Bon, ouais, faut arrêter. Et le protestant, c'est vrai qu'au départ, justement, dans ce milieu un peu French Tech, Startup Nation et tout, enfin cet écosystème, justement pour reprendre le jargon, au départ, quand ils ont vu protestante, il y a eu un peu deux réactions. Quand ils ont vu le visuel, c'était oh mais c'est un truc religieux, c'est bizarre ton truc, qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a eu une protestante, tu vois, révolution communiste, voilà. Et en fait, ni l'un ni l'autre. C'est juste qu'en écrivant le premier épisode, je me suis rendu compte que tout ce... Donc il parle justement du jargon, et j'ai filé un peu la métaphore en écrivant la fin de l'épisode avec la religion, avec ce jargon qui serait un peu le nouveau latin maîtrisé par les élites, que le bon peuple ne peut pas comprendre, tout simplement. Et quand on vend une révolution technologique qui va changer la vie de tout le monde, qui va, voilà, même sans parler de robotisation, d'uberisation, de tout ce que tu veux, même des choses beaucoup plus simples, accéder à des services publics en ligne, même des trucs basiques. Les gens comprennent pas, donc peuvent pas comprendre les enjeux, peuvent pas comprendre. Donc c'est aussi pour ça que autant les inspirants que la presse, que tout ça, ou les collectivités locales peuvent vendre un peu du disruptif et d'une nouvelle technologie. De toute façon, les gens ils comprennent rien et ils sont exclus aussi dès le jargon, donc c'est pas possible. Donc il y a ça, et donc, en fait le protestant, voilà, j'ai filé un peu la métaphore là-dessus en me disant que finalement le but de la série c'est de faire un peu ce que Luther et certains avant, mais voilà, c'est la figure la plus connue, ont voulu faire en passant de la messe en latin, la Bible uniquement en latin et tout ce que tu veux, de traduire ça justement pour que le peuple le plus large possible puisse s'en emparer et comprendre. Alors après, esprit critique, individuel, machin, ça reste une religion et ça, voilà, ça c'est pas le débat. Mais au moins, voilà, au moins mettre ça à disposition. C'est vraiment juste le but, c'est mettre à disposition et qu'on se rende compte de ce qu'il y a derrière concrètement.